Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Uruk, Larsa, Babylone, petit tour dans les villes mésopotamiennes. Ah, les Mésopotamiens, fabuleux architectes. Parce qu'au moment où les urbanistes du passé devaient imaginer la ville, qu'avaient-ils pour s'inspirer? Les urbanistes d'aujourd'hui ont bien des modèles. New York, Paris, Londres, tant et tant de modèles. Mais en Mésopotamie, comment faisaient-ils? Et les archéologues eux-mêmes, au moment de redécouvrir la Mésopotamie, oh, quelle surprise! Il y a une centaine d'années, un officier anglais nommé Loftus parcourait à cheval le désert entre le Tigre et l'Euphrate. Intrigué par un monticule aux formes étranges, il s'approcha et trouva à terre des débris de poterie et aussi des inscriptions dont l'une mentionnait le nom de la ville, Uruk ou Erech, l'une des trois grandes cités du début du monde, comme le disait la Bible. La découverte d'Uruk par un officier anglais évoquée en 1964. Bonjour Régis Vallet. Bonjour. Nous réfléchissons à ces villes mésopotamiennes. Mais avant tout, les villes sont-elles nées en Mésopotamie? Oui, absolument, je confirme tout à fait. Elles sont nées en Mésopotamie, elles sont nées même en basse Mésopotamie, et très tôt, on a fait beaucoup de découvertes toutes ces dernières années, et elles sont, les premières villes apparaissent autour de moins 4000 avant notre ère. Ah oui, ça nous rajeunit pas. Quand vous parlez de basse Mésopotamie, c'est-à-dire que nous sommes vers l'embouchure, plutôt le delta, le Tigre, l'Euphrate, c'est par là-bas? Oui, un petit peu en amont quand même. On est dans la plaine alluviale, qui commence, disons en gros, pour simplifier, vers Bagdad à peu près, au milieu du pays, et puis qui s'étend bien sûr jusqu'au golfe Persique tout en bas. Alors avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Laura Battini, bonjour. Bonjour. Vous confirmez, les villes sont nées en Mésopotamie. Oui, tout à fait. Alors j'évoquais, pour commencer cette émission, le fait qu'aujourd'hui les urbanistes ont plein de modèles au moment de construire une ville, mais même nous, on sait ce qu'est une ville. Qu'avait-il comme modèle? Parce que là, on part de zéro. En fait, peut-on dire que la ville naît de manière spontanée et qu'ensuite elle est réfléchie? Est-ce le processus? Oui, on pourrait dire ça. Disons que c'est une évolution primaire. En Mésopotamie, ils n'avaient pas de modèle précédent. Ils ont tout inventé. Et ils n'ont pas inventé que la ville. Ils ont inventé, on pourrait dire, environ 80% du package de notre propre civilisation, dont la ville, avec tout ce qu'elle contient et tout ce qu'elle suppose sur le plan social, économique, politique, religieux et ainsi de suite. Ce serait peut-être bien d'ailleurs de définir ce qu'est une ville, parce que là aussi, une ville pour nous, c'est quoi? Ce sont des bâtiments qui sont réunis plutôt proches avec un système de rues qui permet de circuler. Moi, voilà une définition primaire que je donnerais de la ville. Est-ce que l'on peut amender cette définition pour la Mésopotamie? Ce qui est difficile, c'est justement la définition d'une ville, parce qu'il y a plusieurs critères à tenir compte. Par exemple, la taille de la ville, donc aussi le nombre d'habitants, la présence des bâtiments importants, donc l'espace du palais et du temple, et puis aussi effectivement tout un système, un réseau des voies et des fortifications aussi. Donc on peut dire aussi que pour les textes, il n'y a pas de différence entre ville et village. Donc c'est toujours les mêmes mots, soit en sumérien, Uru, soit en akkadien, Alum. Donc il semble que la distinction, c'est pas entre ville et village, mais plutôt entre espaces bâtis dans lesquels on a une résidence fixe et l'espace en revanche habité par les nomades. Donc voilà, il y a toute la civilisation pour les Mésopotamiens et surtout la ville qui s'oppose au monde nomade. Voilà. Intéressant d'imaginer que dans cette civilisation où naît la ville, il n'y a pas un mot spécifique pour désigner la ville. Non, parce qu'en fait, ils se préoccupaient pas de définir ce qui était évident pour eux. Et ça, c'est un vrai problème d'ailleurs pour l'archéologue et pour l'historien, parce qu'il y a des tas de concepts extrêmement importants comme la ville ou bien d'autres dont on parle très peu dans les textes, parce que évidemment ils se préoccupaient d'autres choses, des choses plus précises, du quotidien et ainsi de suite. Dans notre imaginaire, là également, il y a l'urbain et le rural, la ville et ce qui n'est pas la ville. Mais vous, Laura Battini, vous évoquez l'aspect nomade aussi, qui est important. C'est peut-être cela qu'il faut mettre en place. Nous sommes dans un monde issu de nomades, c'est-à-dire qu'avant même la naissance et l'installation, plutôt dans le même temps, il y a des chasseurs-cueilleurs
pour utiliser un terme générique, il y a des nomades, et puis il y en a qui commencent à s'installer, mais pas obligatoirement en ville en fait. Oui. Et puis, il faut dire aussi que la ville ne peut naître que s'il y a eu des villages avant. Donc, la ville, quand elle apparaît, elle a des villages qui produisent la nourriture pour les autres gens qui, à l'intérieur de la ville, n'y font plus du travail seulement agricole. Donc l'opposition, c'est plutôt avec les mondes qui est des bergers et qui vit autour aussi de la ville. Régis Vallet, et puis faut bien souligner combien tous ces phénomènes sont concomitants. Ça se passe en même temps, tout ça. Oui, absolument. Il faut pas opposer ces modes de vie et ces communautés. Elles ont toujours cohabité, et en fait, c'est l'ensemble qui constitue la société mésopotamienne prise globalement. Les chasseurs-cueilleurs, ils ont toujours été là. Ils étaient là pendant la préhistoire, au néolithique. On est très 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 mal informé sur les chasseurs-cueilleurs de basse Mésopotamie. Mais vers moins 6400, les premiers villages apparaissent, et on en fouille un, Tel el-Waili, dans le sud de l'Irak, qui est le plus ancien et qui est à l'origine même de toute cette civilisation. Et ce qui est fantastique en Mésopotamie, c'est que les chercheurs ont une profondeur chronologique qui n'existe nulle part ailleurs, puisqu'on peut étudier les phénomènes sociaux, culturels, historiques sur des milliers d'années. Oui, c'est d'ailleurs toujours très impressionnant. Ça donne le vertige. Moins 6000 ans pour ce premier village. Ça ressemble à quoi d'ailleurs un premier village en Mésopotamie? Bonne question. On s'est beaucoup posé la question. Il y a longtemps, on en restait sur des schémas avec des petites maisons carrées et ainsi de suite. Et puis, comme maintenant on peut faire des fouilles extensives, on s'aperçoit qu'on a affaire déjà à une société très organisée, très développée, avec un habitat extrêmement dense et diversifié, des grandes habitations qui avaient des salles hypostyles, parce que la toiture reposait sur des rangées de poteaux. À l'époque, il faut dire qu'il y avait plus de bois que par la suite. Il y a eu un petit désastre écologique qui s'est produit en Mésopotamie. Ils ont consommé tout leur bois dans les époques formatives les plus anciennes, ce qui fait qu'ensuite, aux époques historiques, quand ils ont fait de la grande architecture pour laquelle ils avaient besoin d'essences de très grande qualité, ils ont été obligés d'aller les chercher ailleurs, au Liban, avec les cèdres que tout le monde connaît, et puis en Anatolie, et puis dans le Zagros iranien, et ainsi de suite. Oui, les matériaux de construction, ça, c'est vraiment au cœur de cette réflexion sur la naissance des villes. Là, il y avait du bois, en fait, dans les premiers temps. Bien sûr, la Mésopotamie, nous ne l'associons pas à de vastes forêts, mais bien au contraire, il n'y a pas de pierre non plus au sens de pierres dures, les carrières. On va dire, Laura Battini, qu'il y a là aussi tant et tant de possibles pour construire des bâtiments. Donc du bois quand on en trouve, sinon c'est quoi, de la brique? C'est de la brique crue ou cuite aussi. Ça dépend. Les bâtiments les plus importants, souvent aussi des briques cuites, qui sont utilisées surtout pour les fondations et les soubassements. Et puis l'élévation du mur, en revanche, c'est en briques crues. Et puis pour les latrines, parce qu'on a aussi trouvé des latrines, on utilise les bitumes qui viennent des Mésopotamies. Mais disons que la brique crue ou cuite est les matériaux par excellence en Mésopotamie, et elle est utilisée, l'argile est utilisée pour tout, pour des statuettes, pour la céramique, pour les tablettes, pour écrire. Donc, voilà, on l'utilise partout. Il y a aussi les roseaux, aussi, qui est utilisé pour la construction. On en trouve des traces parfois, c'est rare, seulement des impressions, disons, sur l'argile. Mais voilà, il était aussi utilisé. 6000 ans, moins 6000 ans, enfin 6000 ans, c'est ça, 6000 ans avant notre ère ou 6000 ans à partir d'aujourd'hui? Les datations changent tout le temps parce que la recherche évolue. Donc ça, c'est quelque chose qui étonne toujours les étudiants. Mais monsieur, l'année dernière, vous aviez dit que... Mais en réalité, non, là, on affine nos datations progressivement, évidemment, avec les échantillons qu'on peut analyser d'une année sur l'autre. Actuellement, le début de l'occupation sédentaire de la basse Mésopotamie, on la date de moins 6400. Exactement, mais ça peut remonter de quelques siècles encore, c'est pas impossible. Vous m'avez répondu avec beaucoup de certitude et c'était un véritable plaisir pour savoir si les premières villes sont nées en Mésopotamie. Alors on va voir sur cette question difficile, il faut attendre 2000 ans pour voir apparaître ces villes après la naissance des villages. Pourquoi des villes? Pourquoi à ce moment-là, dans ces lieux-là, y a-t-il des villes? Oui, parce que c'est tout un processus, comme disait aussi Régis tout à l'heure, qui s'est mis en place avec le néolithique, la révolution néolithique, et qui porte petit à petit une différenciation socio-économique des habitants
et aussi des évolutions qui portent à la ville à la nécessité de construire des temples, de se fortifier et donc un mode de vie urbain. Mais c'est un phénomène complexe qui nécessite au départ d'une agriculture qui puisse être irriguée, qui constitue la base pour cette transformation. Et puis, il y a aussi un essor démographique important et donc, dès là, la naissance de la ville. Parce qu'une ville, c'est un ensemble de bâtiments, bien sûr, mais ce n'est pas que ça, c'est une communauté. Ce sont des gens réunis, il faut bien les nourrir, ces gens-là, parce que vu qu'ils sont en ville, ils ne cultivent pas, ou alors c'est un autre système. Oui, en fait, c'est une nouvelle société. C'est un changement radical. 2000 ans pour inventer la société urbaine, c'est pas beaucoup, hein, parce qu'il faut voir que la révolution néolithique, elle commence en moins 10 000. Donc, en moins 6 000, on est déjà 4 000 ans après l'invention de la sédentarité et puis de l'agriculture et de l'élevage. Donc, à l'échelle de l'évolution humaine, c'est très peu de choses. Et en réalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'intérieur de ces 2000 ans, le processus est amorcé dès moins 4600 environ. À partir de cette date-là, il y a un accroissement continu et de plus en plus accéléré des inégalités. Et c'est ce processus qui, vers moins 4000, c'est-à-dire 6 siècles seulement après, aboutit à la formation d'entités que tous les spécialistes reconnaissent comme des véritables villes. Voilà, et dont le critère principal, alors on va pas définir ce matin la ville, je pense que c'est une problématique qui va intéresser des générations de chercheurs encore, mais dans un espace très réduit, il y a une communauté humaine très importante numériquement et surtout très diversifiée fonctionnellement. Et c'est dans ces 6 siècles, entre moins 4600 et moins 4000, qu'en basse Mésopotamie, parce que dans d'autres régions c'est un petit peu plus lent, ça apparaît un tout petit peu plus tard, que on a véritablement ce qu'on peut appeler une professionnalisation des gens dans leur domaine, et pas seulement dans le secteur productif, mais aussi dans le champ politique, dans le champ religieux, dans la totalité des sphères d'activité. Et c'est cette grande diversité qui définit la ville, qui accumule en un même endroit géographique toutes ces fonctions, que l'on ne trouve pas évidemment dans les villages alentours. Et puis les inégalités apparaissent évidemment par une des fonctions de la ville, c'est accueillir les palais. Laura Battini, vous nous avez bien dit que ce qui fait là aussi la spécificité de la ville, ce sont les temples et les palais. Moi, ce que j'apprécie beaucoup avec la Mésopotamie, on l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de modèle préalable. Donc tout est inventé presque dans la démesure. Ces palais sont parfois immenses. Oui, tout à fait. Il y a des palais qui peuvent, au premier millénaire, arriver à 12 hectares, donc ils sont vraiment majestueux. Mais déjà, les palais des Maries, vers 2000 avant Jésus-Christ, ils faisaient 3 hectares et c'était un grand palais. Tout le monde, il était connu et tout le monde voulait les visiter tellement il était rempli des pièces et bien aménagé. Ces palais sont des centres économiques, des centres du pouvoir et aussi la maison d'habitation du roi, donc et de sa famille. Donc ils sont des bâtiments complexes. Il faut dire qu'ils commencent à se créer probablement sur les modèles de la maison normale, commune. D'ailleurs, les palais appelés la grande maison, Callum. Et aussi les temples, ça se forme sur les modèles de la maison, qui s'appelle la maison et la maison du Dieu. Et donc, les palais, il faut les voir comme un bâtiment complexe, justement, où on a trouvé un quartier pour l'habitation du roi, pour la reine aussi, ses femmes, ses enfants, et puis un quartier aussi des cuisines, des activités domestiques, puis un quartier plus officiel dans lequel les rois recevaient la salle du trône, précédée souvent par une pièce qui a peut-être une valeur religieuse, et puis tous les quartiers de la domesticité et aussi de l'administration, parce qu'avec les archives et sans oublier aussi que les palais peuvent contenir les tombes des rois, et, comme dans les maisons. Donc ça aussi, les liens avec les ancêtres et ce qui est fondamental pour tout être humain. On a trouvé sous les maisons des tombes justement des ancêtres de la famille. Il y a un lien entre vivant et mort qui est peut-être un peu bizarre aujourd'hui, mais qui pour les Mésopotamiens était fondamental. Régis Vallet, pour les périodes plus anciennes, on retrouve ce phénomène-là de conserver les morts au plus près, c'est-à-dire que sous la maison, il peut y avoir les tombes des ancêtres.
Ah oui, absolument. Alors ça, c'est une pratique préhistorique, puisque dans beaucoup de sites néolithiques, il y a ce qu'on appelle le culte des crânes, où tout simplement on enterrait les membres de la famille ou du clan sous le sol de la maison. Et c'est une pratique qui perdurera. Les pratiques funéraires des Mésopotamiens ont toujours été très fluides et diversifiées. Il y a, à la même époque, vous trouvez un site où il y a des cimetières. Bon, c'est le cas de Larsa au 2e millénaire, par exemple. Mais un autre site à côté continuera d'enterrer ses morts dans les maisons. Au 3e millénaire, à Abou Salabir, on enterre sous les sols des maisons. Alors, c'est sous votre living room, hein, vous faites un trou et puis vous enterrez mamie. Et puis, dans un site proche, il y a un vrai cimetière avec un investissement dans des tombes très, très prestigieuses, très bien construites pour les gens qui ont les moyens, évidemment. Donc ça a toujours été très, très fluide, bien sûr. Ces différences s'expliquent aussi par l'organisation politique. On peut parler de cité-État au sens où, pour ces périodes anciennes, il n'y a pas un empire qui réunit toutes ces cités. Il faut attendre encore un petit peu. Oui, alors ça, c'est des questions qui sont énormément discutées entre les gens, c'est-à-dire les évidences archéologiques ou même historiques, jusqu'à quel point elles nous permettent de parler d'État et jusqu'où s'étend exactement le cercle d'intervention de l'État et tout le détail de ses moyens. On peut parler de cité-État dès le 4e millénaire, bien entendu. Les premières villes sont des cités-États, en fait, dès l'origine. Et d'ailleurs, à ce titre, Uruk, qui était pas la seule, mais sans doute la plus importante, dès le milieu du 4e millénaire. Alors là, c'est aussi une découverte française qu'il faut signaler. L'expansion urukienne, c'est-à-dire la colonisation de presque la totalité du Proche-Orient par la première civilisation, celle d'Uruk. Ce sont les Sumériens, on change juste d'étiquette en fonction des millénaires. On pensait qu'elle commençait vers 3600 et une équipe française a découvert en 2015 qu'il y a déjà des colonies urukiennes en 3900. Donc vous voyez, pour vous dire la force de ces premières entités étatiques, qui sont capables, dès le tout début du 4e millénaire, d'envoyer au loin des colons prendre possession des grandes voies de communication. Alors au début, ce sont des colonies plutôt agricoles. Ils ont peut-être eu un problème démographique. En toile de fond de tous ces phénomènes, il y a l'expansion démographique qu'il faut jamais oublier. À cette période-là, en tout cas, parce que par la suite, évidemment, au cours de l'histoire, la Mésopotamie connaîtra des grandes difficultés, des invasions qui ont eu parfois fait des dégâts dramatiques ou des épidémies, et ainsi de suite. Mais là, on est vraiment dans un contexte d'expansion extraordinaire. La plus importante période en termes de créativité et d'innovation qu'est connue tout le Proche-Orient, c'est le 4e millénaire urukien. Ils inventent tout. On parlait du palais. Ils sont en train d'inventer le palais à cette époque-là. Alors au début du 4e millénaire, c'est plutôt un palais éclaté, c'est-à-dire que toutes les fonctions palatiales sont encore distribuées dans des bâtiments différents, mais juxtaposés et réunis sur la grande acropole d'Uruk. Et à la fin du millénaire, la forme achevée du palais royal que Laura évoquait tout à l'heure est constituée, c'est-à-dire qu'on réunit toutes les fonctions palatiales dans un seul et même grand bâtiment. Et ils inventent dans tous les domaines, ils inventent le bronze, ils inventent la roue, ils inventent le béton, ils font des tests absolument dans tous les domaines. Et évidemment, vers 3400, peut-être même un peu plus tôt, ils inventent l'écriture. Et alors là, archéologues, historiennes, tout le monde est heureux d'avoir l'écriture, mais ce n'est pas tout, parce que cette histoire-là s'écrit sur un temps très long, avec l'archéologie au cœur de la réflexion. Savoir toutes ces fonctions à l'intérieur d'un palais, c'est aussi le résultat de tous ces travaux des archéologues qui ont montré que un palais, c'est tout ce que vous avez dit. En fait, c'est presque une synthèse de la ville, ce palais. On va y retrouver les cuisines, les entrepôts, tout ça. Oui. Il y a aussi des lieux de stockage qui sont importants parce que les palais prend les biens de l'agriculture et les redistribue aussi sous forme des rations alimentaires ou sous d'autres formes à tous les citoyens. Donc c'est un lieu effectivement multiple avec plusieurs fonctions. Et comme disait Régis, effectivement, l'invention de l'écriture permet de reconstituer aussi tous les pas tout, mais en partie des rapports diplomatiques de l'époque, et des fonctions justement du palais vis-à-vis des gens qui dépendent de lui pour différents types de travaux, parce qu'il y a aussi des artisans qui travaillent pour la construction des statues ou bien pour les peintures du palais, parce que les palais justement a aussi des éléments qui les différencient
partie des maisons communes, non seulement la taille, mais aussi en partie les types de matériaux qui sont à l'intérieur. Et puis, il y a les temples. Peut-on dire des temples que ce que vous venez de dire, des palais, c'est-à-dire centre économique, de pouvoir, d'habitation? On va retrouver à peu près ce même système-là? Disons que chaque ville en Mésopotamie a un temple principal. Et ce temple, effectivement, a les mêmes fonctions que les palais. Donc, c'est un centre économique, c'est un centre dans lequel on fait de la nourriture. On a trouvé des cuisines, des fours à pain, etc. Parce que la statue de la divinité doit être nourrie tous les jours. Soi-disant, la statue seulement inspire les saveurs, les parfums, mais la nourriture est redistribuée au clergé. C'était une manière pour redistribuer la nourriture à tous les prêtres et tous les fonctionnaires du temple. Et aussi, il y a un noyau qui est plutôt religieux dans lequel probablement une partie restreinte de la population pouvait accéder. Surtout, mais en plus, il y a dans la ville plusieurs bâtiments qui sont des chapelles disséminées dans les quartiers urbains, qui sont beaucoup plus petites et qui ont une fonction religieuse, essentiellement religieuse, pas économique dans ces cas-là. Régis Vallet, pour la naissance des villes, quelle place doit-on accorder à ces temples? Alors ces temples prennent énormément de place très rapidement. Évidemment, l'apparition des temples fait l'objet de beaucoup de recherches. Il y a longtemps, au XXe siècle, je reviens pas vers les grands ancêtres du début du XXe siècle, mais on attribuait presque tout à la sphère religieuse. Alors c'était quasiment, on voyait ça comme presque des théocraties. Bon, maintenant on est quand même revenu grâce au développement des recherches sur les périodes proto-historiques, en particulier, où on voit que c'est très progressif. Et ce qui se passe, c'est que la société devient tellement complexe qu'elle a besoin, évidemment, d'une justification. Une justification qu'on ne discute pas, parce qu'elle est tombée du ciel. Et la religion, elle est faite pour ça. Et les premiers bâtiments pour lesquels tous les spécialistes sont d'accord pour y voir des temples apparaissent à la fin du 4e millénaire. Les bâtiments, ça c'est important pour nos auditeurs, il faut le savoir, les bâtiments que pour les époques antérieures, à la fin du 4e millénaire, on continue dans la littérature d'appeler temples. Beaucoup de spécialistes ne pensent pas qu'il s'agissait de temples, au sens où on l'entend ordinairement, pour la raison suivante, c'est qu'à ces époques-là, non, il y avait bien entendu une idéologie, même à coloration religieuse, mais le champ religieux n'était pas séparé du champ politique et de tous les autres champs. On n'est pas encore dans une société urbaine spécialisée. La spécialisation, elle concerne aussi la fonction religieuse. Et alors, à la fin du 4e millénaire, lorsque la société urbaine commence déjà à être très développée, on a vraiment des spécialistes de la religion qui se mettent en place, c'est-à-dire un clergé qui va produire et répéter et reproduire un dogme, et ils ont naturellement leurs bâtiments adéquats, c'est-à-dire de véritables temples, et ces temples deviennent très vite de véritables entreprises. Qui occupent une place prépondérante au sein du système urbain. Évidemment, ils sont l'apanage des grandes familles aristocratiques qui, entre-temps, ont accaparé les hautes fonctions. Et le temple et le palais seront les deux rouages essentiels du système urbain dès la fin du 4e millénaire et jusqu'à la fin de l'histoire de la Mésopotamie. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, petit tour dans les villes mésopotamiennes avec pour guide Laura Battini et Régis Vallet, mais aussi Guilgamech. Vois-tu les murailles qui entourent la cité? Qui oserait s'attaquer à elles? Quelle armée pourrait venir à bout de cet assemblage de briques cuites, plus serrées que les mailles d'un filet? Passons maintenant la porte centrale. Posons nos pieds sur le somptueux pavé de pierre qu'on alla chercher dans les régions lointaines. Promenons-nous au milieu des parcs à moutons, si élégants qu'on est fier de donner à la ville le nom d'Uruk les enclos. Regarde les milliers de têtes de bétail, vois combien la ville est prospère. Lève tes yeux et regarde cette bâtisse qui se dresse vers le ciel. C'est le temple du dieu du ciel, Anu, et de sa dame, Ishtar.
Gilgamesh, une lecture, l'épopée de Gilgamesh lue par Thierry Ansys de la Comédie Française. Gilgamesh, non mais bien sûr ici nous sommes aux origines de toute forme de narration. C'est toujours fabuleux, et vous l'évoquiez, Régis Vallet, cette profondeur dans le temps que nous offre la Mésopotamie. Est-ce que les villes sont déjà inscrites dans toutes ces narrations? On voit bien ici dans l'épopée de Gilgamesh que la notion de ville est évoquée. Oui, il y a un mythe, le mythe d'Enlil, dans lequel on raconte que les dieux habitent la ville de Nippur avant la création de l'homme. Donc, la ville est considérée comme un élément essentiel de la civilisation. Et aussi, il y a d'autres mythes dans lesquels on voit que c'est une création divine. Et comme la royauté est une création divine, la royauté est descendue du ciel, disait la liste sumérienne, la liste royale sumérienne qui date environ de 2000 avant Jésus-Christ. Donc, pour les Mésopotamiens, civilisation, royauté, ils vont ensemble, ils sont décidés par les dieux. Et donc, c'est qui, dans les textes de Gilgamesh, il disait, justement, c'était la constitution d'une enceinte fortifiée qui permet donc la préservation de la ville contre les attaques des autres citoyens. Donc, effectivement, les fortifications sont, dans la mentalité mésopotamienne, un des éléments essentiels de la ville, comme le montre un plan, les seuls plans d'une ville qu'on a trouvé, et c'est les plans de la ville de Nippur, vers 1400-1300 avant Jésus-Christ. Et dans ces plans, on voit bien que les éléments essentiels de la ville sont les temples, les portes urbaines, les canaux, et les fleuves qui passent autour, et donc les systèmes de fortification. Mais par exemple, dans ces plans, il n'y a absolument pas de maisons, par exemple, ce qui, en revanche, devait être une partie importante de la ville. Pour les restes, on a aussi, il faut dire que notre connaissance archéologique d'un site n'est jamais complète. On n'a jamais pu fouiller entièrement une ville, donc on a encore des incertitudes concernant la présence des jardins, des places, etc. Donc, il y a tout, qui sont quand même cités dans certains textes, mais qu'on n'a pas encore trouvé au niveau archéologique. Parce que, voilà, justement, ces sites sont vraiment très, très grands. Et il se développe de plus en plus jusqu'à arriver à des vrais mégalopoles comme Babylone qui au premier millénaire fait 900 hectares. Et puis on a d'autres villes qui font 10 hectares ou 50 hectares, etc. Donc c'est ça la difficulté de continuer à fouiller tous ces sites. Moi, je suis très sensible à votre attention à l'un et à l'autre de respecter la chronologie, de ne pas réduire la Mésopotamie en un tout, puisqu'il s'agit de millénaires. Effectivement, il y a ces étapes et dès qu'il est question de Babylone, ce n'est pas du tout la même histoire que ces premiers temps des premières villes. Dites-nous, Régis Vallet, l'archéologie, évidemment, essentielle pour saisir une ville, mais en écho à ce que disait Laura Battini, nous n'avons pas encore de plan précis d'une ville parce que l'archéologue n'a pas pu tout visiter, mais tellement c'est vaste. Oui, tout à fait. Les villes mésopotamiennes étaient des choses absolument gigantesques, on n'en a pas idée. Mais là, par exemple, mon équipe fouille le site de Larsa, en basse Mésopotamie, dont on a recalculé la superficie, et ça s'étend sur 200 hectares. Alors c'est la taille de Paris sous Philippe Auguste. Donc vous imaginez une équipe d'archéologues devant fouiller la totalité de Paris à cette époque-là. Bon, donc voilà. Alors l'archéologie avait les moyens qu'elle possédait, mais heureusement la technologie nous aide beaucoup et grâce à la révolution numérique, on a maintenant des drones, on a maintenant des applications pour redresser les images, les géoréférencer et ainsi de suite. On a maintenant la géophysique qui nous permet de faire une radiographie du sol des sites sur de très très vastes surfaces. Et je rebondis sur ce que Laura vient
vient de nous dire, qui est tout à fait exact, mais les choses changent très rapidement puisque on revient de Larsa à l'automne dernier avec le plan de la ville. Ça y est. Et voilà. Et donc on a pu relever des centaines de canaux. Et sur la question que Laura a évoquée de l'importance des jardins, des zones cultivées et ainsi de suite à l'intérieur même des villes, eh bien maintenant nous pouvons dire, parce que nous l'avons cartographié, que au minimum 10% de la surface de Larsa était consacrée à l'agriculture. Alors c'était sans doute pas la grande céréaliculture, évidemment, ça devait être des cultures maraîchères, des jardins, de l'horticulture et ainsi de suite, mais c'était tout à fait considérable. Le secteur primaire, c'est ça qu'il faut voir dans ces sociétés très anciennes. La terre reste le fondement de ces sociétés. Et donc le secteur primaire est totalement présent à l'intérieur même des villes. Ce qui était le cas d'ailleurs il n'y a pas si longtemps en Occident. Mais c'est le cas tout au long de l'histoire mésopotamienne. Et pour une ville comme Larsa, bien sûr, la question qui se pose, c'est la limite de la ville. Alors on pense tout de suite à des murailles. A-t-on, Régis Vallet, la limite de cette ville? Voilà, alors... Vous faites bien de me poser la question. Il y avait un article connu de Jean-Louis Huot qui s'appelait « Le mystère des remparts de Larsa ». Parce que Jean-Louis, je faisais partie de son équipe, ça a été mon maître qui m'a formé à l'époque, à Larsa précisément, dans les années 80. Les remparts de Larsa sont attestés dans les textes et ils sont décrits comme hauts, comme une chaîne de montagnes. Or, sur le terrain, pendant les 8 campagnes que Jean-Louis a menées, impossible d'en attraper le moindre bout. La raison, en fait, elle était aussi connue, c'est que le roi de Babylone, Hammurabi, prend la ville d'assaut en 1763, après des mois de siège, et il se met immédiatement à raser totalement les remparts de Larsa. Alors, les terrassiers d'Hammurabi ont été apparemment très, très, très efficaces. Mais ils n'ont pas tout détruit, et les technologies que j'évoquais tout à l'heure nous ont permis d'en retrouver la totalité du tracé, et nous avons maintenant un plan de la totalité des remparts de Larsa, et je peux vous dire que la largeur moyenne du mur était de 20 mètres, ce qui est tout à fait considérable, et qu'en deux endroits stratégiques, en particulier sur le port de la ville, le rempart atteignait 30 mètres de large. C'était plus un rempart à ce niveau-là, c'est carrément une terrasse haute où il devait y avoir des constructions qui étaient faites à son sommet. Oui, une chaîne de montagne, quoi. Donc c'était bien ça, il n'y avait pas d'erreur. Mais dans cette histoire urbaine, nous voyons se dessiner ici les différentes fonctions. Alors, il y a les habitations, il y a tout ce que l'on a évoqué, les jardins, les temples, les palais. Y a-t-il une distribution réfléchie? Parce que c'est aussi la question qui se pose pour l'histoire des villes, c'est l'urbanisme. Y a-t-il un plan une ville idéale pour ces Mésopotamiens? Et là encore, j'utilise le mot mésopotamien, mais je pense qu'il va falloir faire des différences selon les moments. Oui, on peut dire que les Mésopotamiens avaient une certaine conception de l'urbanisme. On peut les voir dans celles qu'on appelle les villes nouvelles, c'est-à-dire des villes créées par les pouvoirs royaux sur un terrain vierge. Et là, comme par exemple Dur-Sharrukin ou bien Kartukulti-Ninurta, ou bien toutes les capitales nu-assyriennes, là, on voit bien qu'effectivement, il y a un tracé assez rationnel des rues et aussi qui partent des portes urbaines les plus importantes et qui se dirigent vers les centres du temple et vers l'acropole, qui est politique et religieuse en Assyrie et en revanche plutôt religieuse en basse Mésopotamie. Et de ces rues principales, il partait des autres rues qui s'est coupées à angle droit, donc une sorte de plan hippodamien qui est attesté d'ailleurs dans des petits sites des nouvelles fondations comme Tel Armal, Bel Aradum aussi, qui sont du 2000 avant Jésus-Christ et dans lesquels sont des petits sites de 2 hectares environ et dans lesquels on voit un tracé vraiment des rues de type hippodamien. Le plan en damier. Le fantasme absolu des urbanistes. Mais dans ce plan en damier, il y a quelque chose de très régulier avec des angles droits. Mais nous, dans notre lecture de la ville, nous avons des ronds avec un centre. Y a-t-il des centres-villes ? Oui, tout à fait. Alors, l'urbanisme que les Mésopotamiens inventent, mais pas seulement les Mésopotamiens, les Syriens aussi ont fait de grosses inventions urbanistiques. Il est multiforme.
en réalité, alors il y a les plans que Laura vient d'évoquer. Les premières réalisations urbanistiques, elles datent du 4e millénaire, hein, puisqu'on a des colonies urukiennes où on voit des lotissements. Et d'ailleurs, il faut dire à ce sujet, parce que c'est important, ils vont adapter progressivement leur habitat aux contraintes urbaines et à l'urbanisme, parce que vous pouvez pas faire n'importe quelle forme urbaine, c'est comme un Lego en réalité, mais vous pouvez pas faire n'importe quelle forme urbaine si vous ne disposez pas des bons outils, c'est-à-dire il faut quand même que l'habitat s'y conforme et s'y prête, et ça prendra un certain temps, hein. Tout au long du 4e millénaire, en réalité, il n'y a aucune différence entre l'habitat rural et l'habitat urbain, c'est-à-dire que l'habitat ne s'est pas encore adapté aux nouvelles contraintes du milieu urbain. Alors il commence tout de suite à faire des villes planifiées, par exemple Jebel Arouda, en Syrie, est une colonie urukienne, du milieu du 4e millénaire qui est parfaitement planifié. Mais ils sont limités. Ils peuvent faire que des lotissements à 2 bandes seulement de maisons. Ils peuvent pas passer au-delà parce que la forme des maisons impose des contraintes de circulation. Ils seraient pas capables de gérer un plan trop compliqué de circulation. Et ça, ils savent le faire à partir du 3e millénaire. Et au 3e millénaire, on a des lotissements à 4 bandes desservis pour les bandes intérieures par des impasses. C'est le système de la ville arabe. Et c'est à cette époque-là aussi qu'apparaissent les souks. Parce que quand vous avez des lotissements sur une grande profondeur, vous pouvez distribuer des boutiques ou des ateliers sur le côté de la rue, en façade, qui appartiennent aux gens qui habitent juste derrière. Et ça vous donne, vous voyez, des possibilités urbanistiques radicalement nouvelles. Et ils vont en jouer tout au long de leur histoire. Et il faut oublier complètement le vieux topos de la ville orientale, désordonnée, avec des petites ruelles qui s'entortillent à l'infini, sans plan conçu d'avance et ainsi de suite, que l'on oppose à la ville planifiée, bien entendu, gréco-romaine. Non, tout ça ne fonctionne pas. Un urbanisme parfaitement orthogonal, parfaitement planifié et pensé et réalisé existe en Orient à partir du 4e millénaire et ne cesse de s'élaborer de plus en plus jusqu'aux grandes réalisations que Laura a évoquées au 1er millénaire, les grandes fondations royales néo-assyriennes ou même le plan de Babylone et ainsi de suite. Et on comprend dès lors pourquoi les Grecs étaient eux-mêmes fascinés par toutes ces villes. Hein. Laura Battini, vous êtes historienne, archéologue, chercheuse au CNRS et vous enseignez à l'université de Tours. Bien sûr, dès qu'il est question de Babylone, tout de suite, nous avons l'image d'une ville démesurée. C'est la mégalopole, c'est immense, Babylone. Énormément de fantasmes aussi autour de cette ville-là, vue de l'étranger. C'est-à-dire que ici, nous avons le modèle ultime de ce que peut être une ville pour d'autres civilisations. Oui. Babylone est effectivement une ville exceptionnelle. C'est la plus grande de toutes les villes mésopotamiennes, de toute histoire pour l'instant au moins. Elle fait 900 hectares, mais elle comprend 2 enceintes, une extérieure qui fait 900 hectares et une intérieure qui fait 400 hectares. Donc la ville véritablement habitée probablement était celle des 400 hectares, plus des habitations ou des occupations un peu plus libres dans les 900 hectares autour. Et cette ville, effectivement, c'est une ville très intéressante parce que on a trouvé des textes qui décrivent la ville et qui la présentent divisée en quartiers urbains dont les noms viennent souvent des villes, des plus anciennes villes mésopotamiennes, par exemple Eridu, Koulab, etc. Donc, c'est comme si Babylone résumait pratiquement toutes les villes antérieures, mais en plus reprenait aussi la valeur symbolique de ces villes, parce que Eridu, c'était les centres les plus importants religieux de la Mésopotamie au 4e millénaire. Donc, c'était vraiment reprendre ces villes, c'était résumer toute l'histoire mésopotamienne. Et puis, on a aussi, on a trouvé des canaux, sont cités plusieurs canaux, qui divisent aussi la ville. Les textes parlent, les Tinterki Babylone parlent des 21 rues qui sont coupées à l'intérieur de la ville. Les plus importantes partent des grandes portes urbaines pour arriver au centre, et puis d'autres mineures, secondaires, arrivent dans les quartiers urbains, et comme disait Régis, à l'intérieur des quartiers urbains, il y a des ruelles, des impasses,
passes, etc. Et puis, la ville est aussi traversée par les fleuves, ce qui n'est pas si fréquent en Mésopotamie, mais c'était une constante, la présence d'un fleuve à côté au moins de la ville. Les faire passer à l'intérieur, c'était plus compliqué parce que les Tigres et l'Euphrate sont des fleuves quand même assez considérables lorsqu'ils sortent de leur lit. Ils peuvent faire des crues assez violentes. Donc, il y a des murs, des protections le long de l'Euphrate à l'intérieur des Babylones. Et puis, cette ville aussi, on se rend compte qu'elle a été construite avec des bâtiments qui sont placés selon certains modules géométriques dont la signification nous échappe, mais qui renvoient probablement à une fondation cosmique. D'ailleurs, les portes urbaines sont toutes nommées par les dieux les plus importants et certaines font allusion aussi à des étoiles. Par exemple, la porte d'Ishtar, c'est l'étoile Vénus, etc. Donc, il y a une fondation vraiment immense de cette ville, très bien pensée. Et d'ailleurs, on a aussi un plan de la Mésopotamie du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, dans lequel le centre de la Mésopotamie est la ville de Babylone. Donc, il y a cette magnifique vraiment fondation de la ville par excellence qui est encore restée aujourd'hui. Babylone, ville par excellence, ces villes mésopotamiennes qui s'étendent et qui s'élèvent. Au-dessus du chantier de fouilles de Warka se dressent les vestiges d'une étrange pyramide tronquée. C'est ce qu'on appelle ici une ziggourate. La plus célèbre était celle de Babylone, dont il ne reste presque plus rien. C'était la tour de Babel. La ziggourate était comme le marchepied dressé vers le ciel par les Sumériens pour que leur divinité vienne prendre contact avec la terre. Elles étaient entièrement faites de terre et de briques d'argile. Chaque étage était peint d'une couleur différente. L'émission Visa pour l'avenir en 1964 qui évoque ces ziggourates. Alors Régis Vallet, c'est quoi déjà? On peut le rappeler, une ziggourate, c'est quoi? Une ziggourate, c'est un empilement de terrasses hautes qui était coiffé par un tout petit temple où le roi se rendait une fois par an pour s'unir avec la déesse ou le dieu et ainsi ressourcer, si l'on peut dire, toute la société, non seulement la ville, mais le royaume et ainsi de suite. Et donc c'est un monument, c'est une vraie création. C'est un monument qui a été créé par le roi Urnammu à la fin du 3e millénaire. C'est à l'époque de l'Empire d'Ur. Et on a beaucoup cherché en archéologie les origines de ce monument, parce que bon, en tant qu'archéologue, on peut pas s'empêcher de chercher les origines de toute chose. Et on a voulu voir dans les origines de la ziggourate les terrasses hautes qui apparaissent déjà à la fin de la préhistoire. En réalité, non, il y a pas d'étape intermédiaire. On fait une terrasse, puis on en empile une deuxième, puis une troisième, et puis on aboutit à la ziggourate. Non, je pense que la ziggourate est une vraie création des rois d'Ur. Alors, évidemment, ils savaient faire des terrasses élevées, bien entendu. Ça, c'est normal, c'était la condition sine qua non. Mais les terrasses hautes des époques précédentes sont tout à fait différentes. Et le modèle du temple, par exemple, au début du 3e millénaire, c'est plutôt un temple ovale, donc une enceinte ovale, ce qui est fait exprès pour ne pas s'insérer dans le parcellaire et marquer la dimension cosmique du bâtiment, tout à fait différente du reste du tissu urbain. Et à l'intérieur, on avait une terrasse haute, effectivement, coiffée par un petit temple. Mais c'est sans commune mesure, bien entendu, avec les vrais ziggourates qui sont inventés beaucoup plus tard, à la fin du 3e millénaire. C'est un monument, c'est une invention qui va faire fortune, puisque en réalité, pendant 1500 ans par la suite, ça restera le monument emblématique de toute la civilisation mésopotamienne, au point qu'aujourd'hui, on ne peut même pas concevoir l'Irak sans ses ziggourates. L'Irak sans ses ziggourates d'aujourd'hui. Régis Vallet, tous ces monuments, bien sûr, nous plongent plusieurs millénaires en arrière. Beaucoup ont été détruits. Quand vous évoquez le aujourd'hui, c'est-à-dire que pour se rendre en Irak, on peut voir ces monuments au sens où ils ont été réinvestis par un pouvoir beaucoup plus proche, celui au XXe siècle, de reconstruction fantasmée. Vous avez pu croiser cela en allant par là-bas.
Oui, c'est une pratique babylonienne très ancienne. Tout au long de l'histoire de l'Irak, les chefs d'État, quelle que fût leur fonction précise et leur titre, se sont appropriés évidemment le patrimoine national et l'ont restauré. Alors, il n'y a pas si longtemps, Saddam Hussein, pour ne pas le nommer, avait effectué un certain nombre de restaurations qu'on peut critiquer évidemment comme toutes les restaurations, et il n'avait pas manqué, bien entendu, de déposer des briques inscrites à son nom, comme l'avaient fait quelques milliers d'années auparavant les souverains mésopotamiens. Il s'inscrivait simplement dans une tradition historique locale. Oui, parce que cette tradition historique locale a laissé toutes ses traces avec ses pierres de fondation, ses clous de fondation et rédigé pour certains. Alors c'est formidable ça pour l'archéologue d'avoir en fait cette chronologie précise, parce que nous parlons de millénaires et dans le même temps il y a alors bien sûr avec toute la prudence à donner à la chronologie précise, mais malgré tout il y a énormément d'informations. L'archéologue ici n'est pas en peine de trouver des choses à dire. C'est peut-être aussi l'esprit de synthèse qui est difficile dès qu'il est question de Mésopotamie. C'est-à-dire qu'on est dans une situation très paradoxale où on se plaint toujours du manque de données et de précision des données, mais en même temps, à certaines périodes, c'est l'abondance et la difficulté, c'est la confrontation et le recoupement des données. Lorsqu'on a la chance de disposer à la fois, par exemple, de C14 et puis aussi d'inscriptions royales qui nous permettent d'attribuer à tel ou tel règne tel monument, et puis bien entendu les travaux de nos amis céramologues qui nous constituent des séquences de référence céramologiques qui nous permettent de caler culturellement à quel tel niveau, à quelle phase culturelle précise il appartient. Donc il arrive qu'on puisse avoir la chance d'avoir une surabondance de données chronologiques. Alors quand tout coïncide, c'est parfait, tout le monde est content. Mais parfois, évidemment, il y a des petits problèmes et on s'aperçoit, il faut réviser la séquence céramique parce qu'en réalité, telle forme est un petit peu plus ancienne ou plus récente que ce qu'on imaginait. Ou bien on s'aperçoit que le C14 ne datait pas ce qu'on pensait. Ça, c'est une des joies de l'archéologie. Le C14 nous donne des dates, mais très souvent, on ne sait pas exactement ce que l'on date parce que les échantillons de carbone peuvent correspondre à des choses qui proviennent de niveaux beaucoup plus profond. Vous voyez, donc parfois on a des surprises. Alors la solution, c'est de travailler évidemment en équipe et sur de longues séries. Il faut pas s'en tenir à une seule datation céramologique ou C14 ou même épigraphique, parce qu'il y a des textes qui peuvent aussi se changer de niveau, se balader dans le terrain et ne plus du tout être à leur place d'origine. Donc il faut le travail fondamental de l'archéologue, c'est la confrontation des données de toutes sortes. Le C14, le carbone 14, qui n'est pas seulement une excellente émission d'archéologie sur France Culture tous les samedis, c'est aussi un outil formidable pour les archéologues. Laura Battini, mais en écho à ce qui vient d'être dit par Régis Vallet, les villes mésopotamiennes sont elles-mêmes d'ailleurs toujours en échange sur le moment de leur existence et presque en échange sur leur passé. C'est-à-dire que la symbolique d'une ville est récupérée aussi par une autre ville parce qu'il y a un prestige et on le voit bien, je pense au musée du Louvre où il y a cette vitrine absolument sensationnel où il y a des œuvres, des artefacts d'une civilisation retrouvés dans une autre civilisation parce qu'elles avaient été volées. Oui, vous faites allusion aux œuvres acadiennes qui ont été retrouvées à Suse. Donc, effectivement, c'est rapproprié de ce qui appartient à notre civilisation, à notre ville, c'est montrer qu'on la domine. Et en plus, on a aussi des textes qui nous disent que même les statues divines peuvent être apportées chez soi, donc déportées avec les civils. Donc ça, c'est fondamental dans la constitution du pouvoir royal, surtout. Ce qui est important à dire, c'est que ces villes sont différentes du nord au sud de la Mésopotamie du point de vue topographique, urbanistique. Il semble effectivement que dans le sud, les villes se forment autour du temple avec une partie
où les temples jouent un rôle majeur, tandis que dans le nord, dès que l'acropole se constitue, elle est une acropole autant politique que religieuse. Parce que, justement, quand il y a des colonies Uruk qui se forment, Uruk avait besoin des matières premières. Et donc, on pense que sur place, dans les régions où se trouvent les colonies d'Uruk, la présence d'Uruk a favorisé la naissance d'une élite politique qui devait contrôler ses biens et les exporter à la meilleure patrie. Donc, l'évolution est différente aussi du nord au sud, aussi pour une question géographique. Le nord est beaucoup plus boisé et a des pierres, et en revanche, dans le sud, on a qui est la brique. Donc, il faut voir aussi comment les villes se sont bien adaptées à leur environnement écologique. Oui, c'est ça, la réussite de ces villes mésopotamiennes et plus globalement de la civilisation mésopotamienne, c'est cette capacité d'adaptation. Régis Vallet, vous êtes archéologue, chercheur au CNRS. Vous, c'est cette Mésopotamie ancienne avec des villes qui ont disparu, mais qui ont disparu pour certaines depuis longtemps, mais malgré tout qui ne disparaissent pas au sens où leur mémoire est sans cesse conservée. Oui, alors, les villes de Mésopotamie, certaines, c'est vrai, ont été abandonnées au cours de l'histoire mésopotamienne, mais on peut dire que globalement, dans l'ensemble, le réseau urbain qui a été mis en place dans le courant du 4e millénaire et qui s'est consolidé au début du 3e millénaire, globalement a traversé les millénaires. Uruk, dont on parlait à l'instant, est encore la principale ville de toute la basse Mésopotamie à l'époque classique, lorsque les Macédoniens arrivent. Donc, vous voyez, il y a une permanence absolument considérable. Et la culture mésopotamienne était une culture extraordinairement conservatrice et qui avait une mémoire d'éléphant. Et tout le monde connaît l'exemple, un exemple, on peut en donner énormément, mais le roi d'Assyrie, Sargon II, pourquoi il prend le numéro 2 ? Eh bien, par référence à Sargon tout court, Sargon Ier, qui est le roi d'Akkad du 3e millénaire, donc 1500 ans plus tôt. C'est comme si, je ne sais pas, aujourd'hui, on avait un souverain qui s'appelait Vercingétorix II, en référence à, vous voyez, exactement, on est vraiment sur quelque chose de cet ordre. Et ça vous donne une idée de l'attachement viscéral des Mésopotamiens à leur propre passé, dont ils avaient parfaitement conscience. Et Nabonide, un des derniers rois de Babylone, était un roi archéologue qui passait beaucoup de temps à récupérer des antiquités de Babylonie et qui s'était constitué un petit musée. Mais la collection d'antiquités était quelque chose d'assez fréquent. Là-bas, et qui a perduré tout au long de l'Antiquité. Les nobles romains, lorsqu'ils faisaient leur voyage en Orient, revenaient à Rome chargés d'antiquités qu'ils avaient prélevées dans toutes les régions qu'ils visitaient, bien sûr. Et nous avons évoqué l'intérêt que le pouvoir au XXe siècle, et notamment Saddam Hussein, a accordé à ce passé lointain et prestigieux. Aujourd'hui, en Irak, ça transpire encore de ce passé-là, c'est-à-dire que l'on va retrouver facilement des évocations, je ne sais pas moi, décorations, etc., comme un clin d'œil à ce passé-là. Oui, ils en sont totalement conscients, ils en sont extrêmement fiers. Les Irakiens, dans leur totalité, en fait, sont des gens qui sont porteurs réellement d'un passé plurimillénaire et qui en ont totalement conscience, qui sont extrêmement attachés, même s'il y a du pillage. Mais le pillage, c'est que le résultat d'une situation socio-politique à un instant donné, c'est le fruit de toutes les vicissitudes que l'Irak a connues. Mais les Irakiens d'aujourd'hui absolument ne souhaitent que la protection, l'exploration, parce qu'il y a énormément de choses qui restent à découvrir, on en découvre sans cesse chaque année. C'est un terrain de recherche qui est à peine exploré. Laura l'a dit tout à l'heure, on connaît très mal encore ces villes. On s'imagine que la Mésopotamie, en raison de son prestige, est un terrain connu. Non, c'est pas du tout le cas. C'est un terrain qui est très 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 mal connu. Donc il y a énormément de travail qui reste à faire et aussi, bien sûr, énormément d'efforts pour préserver et conserver ce patrimoine.
Laura Battini, c'est vrai que dès qu'il est question d'archéologie, nous pensons au musée, d'autres pensent au commerce de l'art. Rappelez combien il faut faire très attention quand on voit circuler toutes ces œuvres, parce que sorties de leur contexte, elles perdent tout sens. Oui, bien sûr, c'est une perte inimaginable parce que c'est tous les contextes dans lesquels l'objet était qui lui donne du sens aussi et qui nous permet d'avancer dans la recherche. Comme disait Régis, il est clair que dans une situation économique très tendue, les Irakiens aujourd'hui ne sont pas les seuls à attaquer leur patrimoine et c'est compréhensible. Mais voilà. Non, mais le compréhensible est très important et c'est en comprenant les choses qu'on arrive aussi à régler des problèmes. Merci vivement à tous les deux, ça donne le moral de vous écouter, enfin, avec tout ce qui reste à faire en Mésopotamie et tout ce que vous nous apprenez aujourd'hui. Juste une petite annonce, c'est les 29 mars, il y a les Nocturnes de l'Histoire, c'est la 3e édition, elle est passée inaperçue parce qu'elle a commencé en 2021 pendant les Covid, donc si vous cliquez sur votre ordinateur, essayez de voir les Nocturnes de l'Histoire. Il y a des manifestations partout en France. Eh bien, on va mettre ça sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr. Merci vivement à tous les deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment censurer un historien ? Au début de la Troisième République, l'historien qui régnait sur l'édition française s'appelait Ernest Lavis. Professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie française, il dirigeait les principales collections de manuels scolaires et d'ouvrages savants sur l'histoire de France. Il fut le premier à se lancer dans des publications collectives réunissant les meilleurs historiens de son temps. C'est dans cette perspective qu'il mit en chantier une histoire de la France contemporaine pour laquelle il réunit une équipe composée de ses anciens élèves. Le premier volume, centré sur la Révolution française, fut confié à Philippe Sagnac, sans doute le meilleur spécialiste de cette période. Dans les archives de Lucien R., le bibliothécaire de l'École normale supérieure, qui fut associé à cette entreprise collective, Alice Gérard a retrouvé les épreuves du manuscrit rédigé par Sagnac avec les corrections du directeur de la publication daté de 1913. Sur les 437 pages du texte, à peu près aucune n'est exempte de ratures et de corrections diverses. On ne peut qu'admirer le soin avec lequel Ernest Lavis, l'une des grandes personnalités de l'époque, comblé de charges et d'honneurs, a assumé sa tâche de directeur de collection, en passant un grand nombre d'heures à corriger le manuscrit de son collègue. Je ne suis pas sûr que ce genre d'exemple puisse se retrouver aujourd'hui. Cette relecture scrupuleuse s'explique, sans doute en partie, parce que le contrat de directeur de collection que Lavis avait signé le plaçait dans la dépendance de son éditeur, la maison Hachette. Ce contrat stipulait qu'il devait surveiller la rédaction et, au besoin, faire modifier le manuscrit. Il était précisé que les auteurs qu'Ernest Lavis avait sous sa coupe devaient éviter, je cite, de donner au lecteur l'impression d'une œuvre de polémique, alors qu'il faut qu'il se sente en présence d'une œuvre de bonne foi scientifique. L'examen des critiques que Lavis adressa au manuscrit de Sagnac montre comment il s'acquitta de sa tâche. Elles peuvent être regroupées en deux grands ensembles. Le premier concerne le style. Grâce à sa longue expérience, Lavis savait que pour toucher le grand public, il fallait être capable de traduire les connaissances savantes dans un langage accessible à tous. Exigence que Sagnac, trop enfermé dans le petit monde des spécialistes, avait eu tendance à négliger. D'où la multitude des remarques sur le langage trop abstrait, l'absence d'exemples, de détails, etc. Le second ensemble de critiques montre les contradictions dans lesquelles se débattait le professeur Lavis, qui ne cessait de défendre l'objectivité de la science sans pour autant la respecter lui-même. Ces réflexions sur le manuscrit de Sagnac reflètent très souvent le point de vue du républicain modéré qu'était Ernest Lavis, face au raisonnement d'un élève beaucoup plus à gauche que lui. Sagnac ne manquait pas une occasion dans son texte de rappeler que la bourgeoisie a voulu arrêter dès 1789 le mouvement démocratique, pour reprendre ces termes. Mais dans la version finale, c'est Lavis qui imposa son point de vue.
celui d'un bourgeois libéral soucieux de légitimer la politique libérale de l'Assemblée constituante. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Dalia, émission préparée par une zigourate totale, cette équipe, Jeanne Delecroix, Toscane Viuda, Jeanne Copé, Gillian Tilly, Maïwan Guizou et Sabine Dahuron de l'Institut National de l'Audiovisuel, émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.